Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. D'aucuns pensent que le XXIe siècle sera celui de l'Afrique. Au vu de sa croissance économique durant sa première décennie, leur point de vue se justifie. Il est corroboré par la projection démographique selon laquelle en 2050, un habitant sur 4 de notre planète sera africain, si l'on y ajoute les immenses réserves en ressources énergétiques, minières, naturelles et agricoles qui nourrissent déjà largement la croissance des pays émergents, au premier rang desquels la Chine, et dans lesquels l'économie mondiale continuera nécessairement à puiser, affaire semble entendue. Pourtant cette vision d'une Afrique locomotive du monde est encore loin de faire l'unanimité. Au-delà des conflits et autres soubresauts politiques qui agitent sporadiquement le continent ici ou là, trop de pannes, de retards et de défaillances affectent encore des secteurs essentiels pour lui permettre d'endosser un statut de leader. Infrastructures, climat des affaires, autosuffisance alimentaire, santé, formation restent trop souvent déficients ou fragiles. Donné pour perdu dans les années 80 à 90, le continent fascine de nouveau. Il intrigue aussi. Car les situations les plus extrêmes se côtoient, les contrastes coexistent, les progrès tantôt s'accélèrent, tantôt se figent, brouillant la vision d'un continent qui finalement nous échappe pour disparaître derrière des clichés ou des diagnostics parfois réducteurs. Les nombreuses études, enquêtes et autres rapports, généraux ou sectoriels, qui auscultent régulièrement les multiples facettes de ces 54 pays, 49 pour la partie subsaharienne, traduisent la richesse des analyses, mais ce foisonnement ne fait qu'ajouter à la complexité de la perception. Et empêche parfois une vision d'ensemble qui donnerait de la cohérence à ces données apparemment contradictoires. On peut pourtant dégager cette vision d'ensemble à partir d'une approche en 3 dimensions. La première dimension consiste à décrire les insolentes et magnifiques ressources, humaines, naturelles, minières, dont l'Afrique est dotée. La seconde consiste à présenter les conditions nécessaires à la transformation de cet extraordinaire potentiel, encore insuffisamment valorisé, en croissance et développement social, économique et environnemental, durable. Ces conditions sont d'abord matérielles, avec le rattrapage du retard dans les infrastructures. Elles sont aussi immatérielles à travers le développement des compétences. Elles croisent enfin du matériel et de l'immatériel à travers les flux financiers et la diversification des activités, notamment l'industrialisation. La troisième dimension consiste à observer le continent dans le flux désormais mondialisé des échanges, processus déjà bien engagé mais qui ne doit pas oublier de passer par l'Afrique elle-même. À partir de ces 3 perspectives, on se prend à visiter les principales facettes qui forgent la réalité de tout un continent. D'où l'idée de composer et d'illustrer un itinéraire simplifié, à travers une présentation synthétique et nuancée de l'économie africaine. Chaque mot mérite précision car il porte le sens de cet ouvrage. Flèche vers la droite itinéraire. Parce que ce livre se conçoit d'abord comme un cheminement et propose, au gré des paysages abordés, géographiques autant que thématiques, des points de repère grâce auxquels une cohérence finit par se faire jour. Ainsi se dessinent des fils rouges récurrents qui fournissent autant de clés utiles pour accéder à une vision et une compréhension de l'ensemble. Flèche vers la droite illustrée. Un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. La formule ne saurait mieux définir l'objectif qui est visé ici. Rendre immédiatement compréhensible et mettre en perspective par le biais de cartes, diagrammes, schémas et tableaux les informations essentielles qui éclaireront même le plus pressé des lecteurs. Flèche vers la droite simplifiée ne vaut pas pour simpliste mais pour accessible. D'abord par le nombre des thèmes traités, limités aux grandes rubriques de la vie économique et des facteurs qui la portent, mais surtout par leur présentation généraliste et leur décryptage non technique. Muni de ces clés de compréhension, le lecteur curieux aura ensuite toute latitude pour les tester et les approfondir à partir d'ouvrages spécialisés. Flèche vers la droite synthétique vaut pour l'analyse des situations qui est au cœur du propos et doit aider à décrypter les données brutes. Autrement dit, il s'agit de mettre à la portée du plus grand nombre et sous forme condensée les principales analyses qui décrivent l'Afrique, ses défis et ses enjeux. Flèche vers la droite nuancée s'impose quand il s'agit d'aborder un continent où aucun pays ne ressemble à ses voisins, et où les différences sont au fait de questionner les ressemblances. Flèche vers la droite le champ retenu est celui de l'économie.
dans une acception toutefois suffisamment large et macroéconomique pour présenter les principales composantes qui concourent au développement des pays. Les situations politiques ne sont pas traitées en tant que telles, mais évoquées dans leur rôle clé au regard du développement. Flèche vers la droite africaine vaudra tout au long de ce livre pour subsaharienne, tout en prenant soin d'inclure l'Afrique du Nord dans le propos ou de s'y référer chaque fois que cette mise en perspective fera sens. Tout en se voulant précis, une mise en garde s'impose d'emblée: le manque de statistiques, l'absence de données actualisées, la fiabilité relative de certaines informations obligent à les traiter avec prudence et humilité. D'autant que l'Afrique est un continent qui évolue rapidement, dans une économie mondiale tout aussi mouvante. À qui s'adresse cet ouvrage ? Il est conçu pour une large palette de lecteurs, spécialistes ou non de l'Afrique. Pour le grand public, il devrait constituer une introduction accessible et documentée à l'Afrique avant de se lancer dans des ouvrages plus spécialisés. Pour les entrepreneurs et professionnels du secteur économique et industriel, il dégagera des tendances, apportera un complément d'information et des mises en perspective utiles à leur action. Aux décideurs politiques, institutionnels et financiers, il livrera à la fois un recueil pratique et condensé de chiffres et données, et une synthèse des principales analyses utiles à leur réflexion. Aux étudiants, il fournira une base documentaire riche et variée, tout en les incitant à approfondir le sujet. Les relais d'opinion qui souhaitent compléter leur base de données pourront les approfondir et les enrichir de nouvelles références sur des sujets que l'actualité rend de plus en plus incontournables. Dans un souci pratique, tous les chapitres suivent la même structure. Flèche vers la droite, des chiffres clés et données générales permettent d'entrer dans le sujet de façon factuelle, descriptive, comparative, en donnant des points de repère concrets, des ordres de grandeur qui sont chaque fois que possible illustrés et cartographiés. Flèche vers la droite, un décryptage livre ensuite le dessous des cartes de ces chiffres et données, et les replace dans leur contexte pour en apprécier le sens et la portée. Flèche vers la droite, une réflexion sur les enjeux et les défis liés à ces analyses est ensuite proposée en guise d'ouverture et de mise en perspective plus générale. Flèche vers la droite, des encadrés et des gros plans apportent chaque fois que possible des témoignages du terrain, qui détaillent une expérience en donnant une vision plus concrète des sujets et problématiques traités. Flèche vers la droite, des synopsis de données groupées en fin de chapitre complètent chaque fois que possible, en les détaillant, les chiffres et informations factuelles. Flèche vers la droite, une bibliographie renvoie aux principaux sites internet, articles et ouvrages qui ont été utilisés, et auxquels le lecteur pourra se reporter s'il souhaite approfondir ce qui n'a pu l'être dans le cadre de l'ouvrage. Reste à préciser ce que cet ouvrage n'est pas: il n'est ni exhaustif, ni définitif, ni surtout savant. Il ne soutient aucune thèse et ne prétend donner aucune leçon, ni apporter de solution toute faite aux faits décrits. Ce qui n'exclut pas de délivrer quelques messages à travers les analyses proposées. Plus qu'une fin en soi, il espère avant tout être une introduction, une invitation à aller plus loin dans l'exploration et la connaissance de ce continent qui, pour avoir été le berceau de l'humanité, reste appelé à dessiner une partie de son avenir. Chapitre 1, quelques points de REPERES. Il est facile de se perdre en Afrique. Se perdre dans les chiffres, pour autant que les statistiques et les bases de données consentent à en fournir de fiables et actuels. Se perdre entre clichés et réalité, les premiers ayant parfois la vie dure, la seconde évoluant à toute allure ou trop lentement, selon les pays et selon les secteurs considérés. Avant d'aborder en détail les grands secteurs macroéconomiques, quelques points de repère s'imposent. L'Afrique, carte d'IDENTITE générale. Le paradoxe. Si l'on a coutume de parler de l'Afrique comme d'une entité unique, à l'instar de la Chine ou de l'Inde, les 54 pays qui la composent, 49 pour l'Afrique subsaharienne, sont autant d'entités propres dont aucune ne ressemble à l'autre, ni géophysiquement, ni économiquement, ni culturellement, ni politiquement. Chiffres et données générales. Superficie et autres ordres de grandeur. Afrique, 30 millions de kilomètres carrés, kilomètres 2, soit environ 22% des terres émergées du globe. Afrique subsaharienne, 24,2 millions de kilomètres 2, soit environ 18% des terres émergées du globe.
Deuxième continent au monde par sa superficie après l'Asie, environ 44 millions de kilomètres deux, et avant l'Amérique du Nord, environ 24 millions de kilomètres deux, l'Afrique subsaharienne représente 10 fois l'espace européen. Les 5 pays qui composent l'Afrique du Nord, Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie, représentent 19% de la superficie du continent. Les 5 pays les plus vastes du continent, Algérie, rez-de-chaussée, Soudan, Libye, Tchad, constituent 34% de la superficie totale du continent tandis que les 5 plus petits, Gambie, Seychelles, Maurice, Comores, Cap-Vert, en couvrent à peine 3%. Périmètre côtier total, 30 490 km. Distance la plus courte avec l'Europe, Maroc-Espagne, 14,4 km. Superficie des déserts, 10 213 000 km², soit un tiers de la superficie totale du continent. Les terres arides et semi-arides représentent 43% de la couverture terrestre en Afrique. Superficie des forêts, 23% de la superficie totale du continent et 28% de la superficie de l'Afrique subsaharienne. Le bassin du Congo abrite la plus grande forêt tropicale au monde après l'Amazonie et représente environ le quart des forêts denses humides de la planète. Ce bassin forestier couvre 198 millions d'hectares, un territoire équivalent à près de 4 fois la France métropolitaine et s'étend sur 6 pays d'Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, rez-de-chaussée. Point culminant, le Kilimandjaro, composé de 3 volcans éteints dont Kibo, le plus élevé, culmine à 5891,8 mètres avec le pic Uhuru, Tanzanie. Point le plus bas, le lac Assal, 155 mètres, Djibouti. Fleuve le plus long, le Nil traverse 11 pays, c'est le plus long fleuve au monde, 6718 km. Terres agricoles, 45% de la superficie totale de l'Afrique subsaharienne. Terres arables, 27% du total mondial, 60% des terres arables mondiales non cultivées. Grande muraille verte, lancée en 2005 par le président du Nigeria, ce projet vise à lutter contre la désertification, mais aussi contre la pauvreté et à revaloriser les régions dégradées du Sahel. Il consiste à créer une immense bande forestière d'une quinzaine de kilomètres de large sur plus de 7700 km d'ouest en est à travers le continent africain, de Dakar à Djibouti. 11 pays sont impliqués. Les grandes régions économiques. 6 grandes régions et 40 monnaies. Un continent, 6 grandes régions. Les pays subsahariens sont communément regroupés en 6 zones, le golfe de Guinée, le Sahélo-Soudan, le centre, l'est, le sud et l'océan Indien. Ces termes s'entendent selon les définitions de la FAO. On entend ainsi par surface arable, les terres cultivées temporairement, à savoir cultures maraîchères, jardins potagers, prairies artificielles et terrains en jachère inclus. Terres agricoles, les terres mises en culture, prairies et pâturages permanents. Surface cultivée, les terres soumises à l'agriculture pour au moins 30% de leur surface ou à la production animale. Quelques équivalences. 4 en 1. La superficie de l'Afrique équivaut à la somme des superficies de la Chine, du Brésil, des États-Unis, hors Alaska et des 28 États de l'Union européenne. Hommes et culture. Population 2012. Flèche vers la droite de l'Afrique. 1,07 milliard d'habitants, soit 15% de la population mondiale. Flèche vers la droite de l'Afrique subsaharienne. 853 millions d'habitants, soit 11% de la population mondiale. Le pays le plus peuplé est le Nigeria, 158 millions d'habitants en 2012. Les Seychelles le moins peuplé, 87 000 habitants. Nombre de langues officielles, 14. Nombre d'idiomes et de langues locales, environ 2000. Pour en savoir plus, sources et bibliographie. The Little Green Data Book, Banque mondiale 2012. www.afriqueindex.com. Cadrage MACROECONOMIQUE. Le paradoxe. Doté d'une insolente richesse naturelle, mines, terres, biodiversité, l'Afrique affiche encore 36 pays parmi les 46 plus pauvres de la planète et reste le premier destinataire mondial de l'aide publique au développement.
Mais en 2012, elle compte aussi la moitié des 30 pays au monde à plus forte croissance, et elle est la seule région à connaître une progression des investissements directs étrangers. Le continent fut, au gré des fluctuations de l'histoire, assimilé à une faillite générale, à un continent perdu, l'Afrique est mal partie, ou loué à l'unisson comme un nouveau pôle de croissance, l'Afrique est repartie. Et si la vérité était entre les deux? Chiffres et données générales. PIB et croissance. L'économie africaine, et particulièrement subsaharienne, ne manque pas de contraste. Les chiffres clés du PIB en font l'illustration, même si l'on sait toute la relativité avec laquelle il convient d'examiner cette mesure insuffisamment nuancée et mal documentée de la richesse d'un pays ou d'une région. Avec 15% de la population de la planète, l'Afrique ne représente que 2,5% du PIB mondial, 1,8% pour l'Afrique subsaharienne. Les PIB de l'Afrique du Sud et du Nigeria représentent à eux seuls plus de la moitié, 51,4%, du PIB de toute l'Afrique subsaharienne qui, avec 1097 milliards de dollars, équivaut à celui de l'Australie et de ses 22 millions d'habitants, ou au double de celui de la Suisse. Encore faut-il noter les fortes disparités entre les PIB les plus élevés et les plus faibles. En 2012, le PIB moyen par habitant subsaharien était de 946 $, bien inférieur à ceux de l'Inde et de la Chine, respectivement 1509 et 5052 $. Le total du PIB par habitant des 10 pays africains les plus riches représente 25 fois celui de ces 10 pays les plus pauvres. Alors que la croissance mondiale stagne autour de 2,3% et que celle des pays industrialisés est en panne, l'Afrique fait rêver avec une progression moyenne de son taux de croissance du PIB de 5,15% pour la période 2003 à 2012. Et plus encore avec une tendance qui devrait se maintenir au cours des prochaines années. La variation du PIB de l'Afrique subsaharienne est prévue pour être supérieure à 5% par an d'ici 2015. Les chiffres qu'il convient toutefois d'exploiter avec nuance, comme il se doit pour toute moyenne. En 2012, 25 pays subsahariens ont connu une croissance inférieure à 5% et les disparités sont réelles entre la croissance négative de la Gambie, moins 3,9%, et l'avancée record de la Sierra Leone, plus 18,2%. De plus, les courbes de croissance sont loin d'être linéaires pour tous les pays et peuvent même être chaotiques, sous l'influence notamment de turbulences politiques. La Côte d'Ivoire est passée de 2,4% en 2010 à 4,7% en 2011 puis 9,8% en 2012. Le Soudan s'enfonce régulièrement depuis 3 ans et atteint une croissance négative en 2012. Comme le montre le diagramme ci-après, malgré une nette tendance à l'amélioration, la progression reste fluctuante d'année en année. D'où vient la croissance? Même inégale et contrastée, la croissance africaine est une réalité. On aurait tort de n'y voir que le double résultat d'une augmentation des prix des matières premières, dont le continent est largement exportateur, et d'une diminution des prix des biens manufacturés, dont le continent est largement importateur. Selon Lionel Zinsou, cette heureuse conjonction n'explique qu'un quart de la croissance observée. Parmi les tendances positives, on notera que l'inflation et l'endettement, qui ont si longtemps affecté les économies africaines avant d'être drastiquement réduits à partir de la fin des années 1990, restent contenus. L'inflation moyenne est à 8,4%, le taux d'endettement subsaharien moyen en pourcentage des exportations de biens, de services et de revenus est de 3,4%, 13, le plus faible au monde. En 10 ans, la proportion de la dette de l'Afrique par rapport à son PIB a chuté de 125% à 25%, un ratio qui atteint 90% dans les pays de l'eurozone. Le reste est lié à une amélioration globale de la gouvernance, de l'éducation, à l'arrivée de nouvelles technologies de communication et d'information, et à des flux accrus de financements externes. En effet, l'économie subsaharienne trouve aussi son carburant dans 3 sources essentielles de financement. Flèche vers la droite les investissements directs étrangers, (ID). Flèche vers la droite l'aide publique au développement, APD. Flèche vers la droite les transferts d'argent des migrants et de la diaspora. Là encore, leur poids relatif est très variable au sein de chacune des grandes régions économiques. Investissement et ouverture des marchés.
Signe encourageant, les investissements directs étrangers, ID, ont bel et bien retrouvé le chemin de l'Afrique avec plus de 56,5 milliards de dollars en 2013, dont près de 45,7 pour l'Afrique subsaharienne, soit 81,16%. La part des ID orientées vers l'Afrique a beau ne représenter encore que 3,7% des ID mondiaux, elle est en augmentation régulière puisqu'ils ont été multipliés par 5 entre 2000 et 2008 et ont encore augmenté de plus de 16% en 2013 par rapport à 2012, faisant de l'Afrique la seule région au monde où les ID progressent depuis 2011. Leur montant se rapproche désormais de celui de l'aide publique au développement. L'aspect positif ne tient pas seulement à cette croissance, mais aussi à la diversification des secteurs concernés. Certes, les industries extractives, mines, carrières, pétrole, attiraient encore 46% des ID vers l'Afrique en 2012, mais les investissements ne se portent plus exclusivement sur le secteur des ressources primaires. Ils irriguent désormais aussi celui des services financiers, en forte croissance sur la période 2007 à 2012 avec plus 18,4%, des services aux entreprises, plus 22,2%, des télécommunications, plus 32,2%, des transports, de l'alimentaire et du tabac, plus 26,7%, tandis que les secteurs plus traditionnels ont reculé comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel, 5,8% ou l'hôtellerie et le tourisme, moins 14,1%. En revanche, malgré leur progression soutenue, les ID à destination de l'Afrique ne bénéficient pas de façon égale à toutes les régions. Ils augmentent vers l'Afrique centrale et orientale, diminuent vers l'Afrique australe et de l'Ouest. De plus, ils se concentrent depuis des années sur un nombre restreint de pays, 71% des montants investis allant vers une dizaine de pays au total. Il est vrai que le profil de ces pays a sensiblement évolué depuis 2003, et ce ne sont plus les mêmes qui attirent le plus grand nombre de projets. En 2011 à 2012, si l'on retrouve toujours parmi les 10 terres d'investissement préférées des poids lourds comme l'Afrique du Sud, le Maroc et l'Égypte, le classement par nombre de nouveaux projets voit monter de nouvelles stars comme le Nigeria, le Kenya qui détrônent les pays d'Afrique du Nord tandis que le Ghana, la Tanzanie et le Mozambique se classent juste derrière eux. Enfin, les émetteurs de ces investissements sont eux aussi en train d'évoluer. Certes, le stock des ID émane pour plus de 75% des pays développés, la France tenant le premier rang parmi les investisseurs, devant les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais les pays développés ne sont plus les seuls à porter leurs investissements en Afrique. Les pays émergents et en développement ont fait leur apparition et commencent à occuper un rang significatif. En 2011, Malaisie, Chine et Inde, par ordre d'importance décroissant, apportaient un stock d'ID équivalent à 15 milliards de dollars, suivi par le Brésil et la Turquie. D'ailleurs, les ID ne s'orientent pas à sens unique vers l'Afrique, ils en sont également issus. Il est vrai pour une part infime puisqu'elle ne constitue que 1% des ID mondiaux sortants. Néanmoins, avec 14 milliards de dollars investis en 2012, le montant des ID venant d'Afrique a presque triplé par rapport à 2011. Ils proviennent majoritairement d'Afrique du Sud, d'Angola, du Nigeria et du Libéria pour la partie subsaharienne. Quant aux échanges et investissements intra-africains, ils restent sous-exploités et trahissent une faible intégration des économies régionales et sous-régionales. Mais ils représentent 17% de la totalité des nouveaux projets d'ID sur le continent. Plus important, le nombre de projets d'investissement a cru au taux annuel moyen de 23% entre 2003 et 2011, un taux qui est même passé à 42% depuis 2007. Parallèlement, l'ouverture au monde et la diversification des partenariats dans les échanges commerciaux s'accélèrent et ne se limitent pas à la formidable progression des géants chinois et indiens. Turquie, pays arabes, Japon, Brésil, Israël, à des degrés divers et chacun selon ses intérêts, courtisent le continent et l'ont fait sortir de ses relations commerciales naguère dominées par les anciennes puissances coloniales. Globalement, le continent reste importateur net, et les importations africaines continuent à s'inscrire à la hausse depuis quelques années, malgré la croissance de ces exportations, du fait notamment de la forte demande en biens d'équipement. Les zones d'ombre des flux économiques. La croissance a beau être forte et soutenue, elle ne profite qu'à une petite partie de la population, et le secteur public n'est apparemment pas seul en cause. En effet, l'économie subsaharienne a aussi ses zones d'ombre,
communément cernés par les flux ou sorties illicites de capitaux. La palette que recouvre cette appellation est plutôt large. Évasion fiscale, fausse facturation, falsification des prix et tarifs pour les marchandises, les biens et ou les services, fixation de prix de transfert illicite dans les valeurs des exportations et importations, fraude et contrefaçon, trafic de drogue, armes, raquettes et procédés criminels divers, sans oublier le vol à la source par des membres de gouvernement ni la corruption. L'évasion fiscale coûterait chaque année 70 à 120 milliards de dollars, de 53 à 90 milliards d'euros, au continent africain. Bien qu'elle soit par définition difficile à cerner par des chiffres précis, l'appréciation de ces méfaits livre des grandes masses concordantes. Ainsi Global Financing Integrity, GFI, a-t-il établi dans son dernier rapport portant sur la période 1980 à 2009 que le cumul des flux de capitaux sortis illégalement du continent africain atteindrait un total de 1200 à 1300 milliards de dollars, soit 4 fois plus que la dette totale de l'Afrique. Selon le rapport sur les progrès en Afrique, le montant annuel de la perte occasionnée reviendrait à annuler les flux entrants liés à l'aide publique au développement et aux investissements directs étrangers. Les différences et les écarts ont beau être significatifs d'une région et d'un pays à l'autre, différents constats convergent. La fuite illicite des capitaux a eu tendance à s'amplifier au cours de la dernière décennie. L'Afrique subsaharienne est la plus sévèrement concernée, le phénomène représentant 5,7% de son PIB. Cet argent fait manifestement défaut à l'irrigation de l'économie africaine en général. Transfert des migrants et aide publique au développement, à la hausse. Parmi les chiffres en hausse que l'on aurait tort de négliger, figure celui des transferts d'argent issus de l'immigration. La diaspora fournirait ainsi chaque année 10 à 15% du PIB africain, constituant un poumon économique et financier vital pour de nombreux pays. À titre d'exemple, 20% du PIB du Lesotho ou des Comores, plus de 10% de celui du Libéria, du Mali ou du Togo. Alors que la crise des pays de l'OCDE, et plus particulièrement de l'Europe, laissait craindre une contraction de leur montant à partir de 2008, ils continuent à battre des records depuis 2009. Ainsi en 2012, les transferts des migrants vers l'Afrique représentaient 11% des transferts mondiaux contre 8% en 2001. Fait intéressant, selon la Banque africaine de développement, 13% des transferts en Afrique subsaharienne proviennent d'autres pays africains. Au total, un cap a été franchi en 2012 et les transferts des migrants deviennent la première source d'apports financiers externes à l'Afrique, devant les IDE et l'APD. Selon la Banque mondiale, ils devraient poursuivre leur progression. Ils sont néanmoins loin de constituer un matelas suffisant pour l'économie des pays, et l'aide publique au développement dédiée à l'Afrique subsaharienne, quoique variable selon les pays, continue à représenter une part importante de certains PIB nationaux. En 2010, cette part était supérieure à 20% dans 5 pays, 40% pour le Burundi. Certes, elle n'est plus sur la tendance de croissance soutenue qu'on lui connaissait au début de la décennie. De 2004 à 2010, l'APD dédiée à l'Afrique subsaharienne a crû de 54%. La contraction observée sur le volume total des contributions reflète les effets de la crise dans les pays occidentaux en général, au premier rang desquels l'Europe, son principal contributeur devant les États-Unis. Le total de l'APD bilatéral monde a ainsi chuté de 3,1% en 2012 pour s'établir à 95,5 milliards d'euros, parmi lesquels 29,6 milliards d'euros sont à destination de l'Afrique subsaharienne. Celle-ci en reste donc la première région bénéficiaire, mais la réduction observée en 2012, moins 6,7%, est aussi proportionnellement la plus élevée, un signal inquiétant car ce recul est dû à de moindres contributions de pays européens jusqu'ici très engagés à l'égard de l'Afrique, dont la France. Plus globalement, l'UE semble en retard dans l'accomplissement de ses promesses d'aide à l'Afrique. A contrario, d'autres pays donateurs ont augmenté significativement leur aide, la Corée, l'Australie, les États-Unis, le Canada. Les perspectives ne sont toutefois pas réjouissantes sur le front de l'APD. Selon les prévisions de l'OCDE, l'aide pays accordée à l'Afrique devrait continuer à diminuer d'ici 2016, la tendance générale des APD à l'échelle mondiale ayant tendance à se concentrer sur les pays à revenus intermédiaires sous forme de prêts concessionnels.
Une croissance qui profite inégalement à la population. Les chiffres de la croissance africaine se reflètent partiellement dans son évolution sociale. La croissance donne lieu à la montée d'une classe supérieure de nouveaux riches qui ne sont plus exclusivement issus des mines, du pétrole ou des ressources naturelles mais de secteurs d'activité nouveaux comme les télécommunications, la banque, l'agroalimentaire ou encore la distribution. Le nombre de milliardaires africains en dollars, ils étaient 20 en 2013 selon Forbes, un nombre à relativiser parmi les 1426 milliardaires que compte la planète, a été multiplié par 10 en 10 ans, composé pour plus des 2/3 par des Égyptiens et des Sud-Africains. Ce nombre devrait plus que doubler d'ici 2022, tout comme d'ici 2030 le nombre des millionnaires africains évalué à 140 000 en 2013. Beaucoup plus significative est l'émergence d'une classe moyenne que beaucoup commencent à étudier de près, comme un marché prometteur. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par classe moyenne. Sa définition fluctue sensiblement selon les institutions. Le PNUD retient un revenu quotidien compris entre 10 et 100 $, tandis que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement considèrent un revenu entre 2 et 20 $ par jour. Ces tranches de population sont de plus très hétérogènes. On y trouve des petits fonctionnaires, des employés du secteur privé formel ou du commerce informel, mais partagent tout au moins un point commun, à savoir une certaine vulnérabilité, au risque de déclassement aux aléas nationaux. L'imprécision qui résulte de ces écarts notables dans l'appréciation économique et sociale s'accroît par le manque de statistiques officielles et de données permettant de prendre en compte les comportements sociaux. Or, les modes de consommation participent en bonne part à la définition des classes moyennes, et l'on peut s'interroger sur la capacité d'accéder à des biens de consommation avec un revenu de 2 ou 3 $ par jour. Ainsi, des études prospectives sur la consommation en Afrique pour la période 2011 à 2016 indiquent que 40% de la croissance seront portés par les ménages gagnant plus de 20 000 $ par an, soit à peine 1 à 2% de l'ensemble des foyers africains. Quoi qu'il en soit, et si l'on retient le chiffre évalué entre 300 et 350 millions de personnes, les classes moyennes africaines équivalent actuellement en nombre à la classe moyenne chinoise, soit environ 2% dans la classe moyenne mondiale. Mais selon Ernst & Young, cette part restera stable d'ici 2030, en contraste majeur avec la classe moyenne asiatique qui devrait doubler sur la même période. Tandis que l'émergence d'une classe moyenne n'efface pas la pauvreté. Ces perspectives masquent difficilement une autre réalité. Le rapport du PNUD de l'année 2013 sur le développement humain note qu'à l'exception de 4 pays, c'est l'Afrique qui s'en sort le moins bien. 33 de ces pays restent en marge de la progression générale enregistrée de par le monde. Le taux de pauvreté a beau continuer à baisser, il est passé de 58% à 48,5% entre 1999 et 2010. Il reste le plus élevé parmi les régions en développement. Du fait de l'accroissement démographique, le nombre d'Africains extrêmement pauvres a plus que doublé pour atteindre 400 millions. Plus inquiétant, la croissance ne produit pas en Afrique le même effet d'entraînement sur la réduction de la pauvreté, que l'on appelle l'élasticité de la pauvreté, alors qu'un point de croissance fait en général reculer la pauvreté de 2% dans les pays en développement, ce pourcentage n'est que de 0,7% en Afrique. Enfin, bien que l'inégalité recule globalement en Afrique subsaharienne, un examen rapide du coefficient de Gini montre qu'elle reste elle aussi parmi les plus élevées au monde et qu'elle a tendance à se creuser dans bon nombre de pays. En 2012, l'indice de développement humain ajusté aux inégalités, IDHI, a décroché d'environ 35% par rapport à l'indice de développement humain, IDH, dans la plupart des pays d'Afrique.
DECRYPTAGE. La grande diversité des 49 pays qui composent l'économie de l'Afrique subsaharienne ne se satisfait pas de la seule lecture de chiffres. Ces moyennes et tendances globales ne dessinent pas seulement des réalités contrastées. Elles peuvent donner lieu à des regroupements en familles types, qui révèlent une certaine cohérence par-delà les disparités. Elles interrogent aussi sur la durabilité des phénomènes de croissance observés. Elles renvoient enfin au décalage persistant entre une image puissante et la réputation fragile de tout un continent. Revue des grandes typologies économiques des pays africains. En 2010, McKinsey dressait une classification des économies africaines selon 4 grandes typologies. Flèche vers la droite, les pays à économie diversifiée. Flèche vers la droite, les pays exportateurs de pétrole. Flèche vers la droite, les pays à économie en transition. Flèche vers la droite, les pays à économie de pré-transition. Les principales caractéristiques de chaque catégorie sont récapitulées dans un tableau en fin de chapitre. On en retiendra les grands traits suivants. Les économies diversifiées sont vues comme les locomotives du développement, étant les plus riches du continent. Depuis 2010, force est toutefois de reconnaître que le printemps arabe au nord d'une part, le ralentissement de l'économie sud-africaine à l'autre extrémité du continent d'autre part, ont quelque peu bouleversé la liste des membres telle qu'initialement conçue pour cette catégorie. Mais des pays comme le Botswana, la Namibie ou Maurice peuvent aujourd'hui prétendre s'y insérer. Les économies exportatrices de pétrole ou de richesses minières et que l'on peut qualifier de rentières, sont portées par les revenus issus de ces exportations qui fournissent la part majoritaire des recettes et devises, 85 à 95%. Les investissements étrangers s'orientent massivement vers ces secteurs, mais sans y susciter aucune diversification significative de leur activité économique. Si les revenus par habitant y sont théoriquement les plus élevés du continent, la redistribution de la manne pétrolière ou minière ne se fait pas et il n'est pas rare de voir coexister grande fortune et extrême pauvreté. L'enjeu consiste pour ces pays à voir leurs dirigeants diversifier leur activité tout en investissant, en préservant et ou redistribuant mieux la richesse issue de leur rente, en un mot, à échapper au syndrome hollandais. On y trouve l'Angola, le Congo, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Tchad. Les économies en transition ont amorcé une diversification de leur activité et de leurs revenus. Si l'agriculture reste un poste important dans les revenus tirés de leurs exportations, équilibrant le cas échéant le poids de ressources minières ou liées aux hydrocarbures, l'industrie et les services commencent à s'y tailler une part significative. Entrent dans cette catégorie la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Ouganda, le Sénégal. Les économies les plus pauvres, sur lesquelles se concentre le plus l'aide internationale, subissent à la fois une situation enclavée ou insulaire, des aléas alimentaires et ou climatiques, et souffrent d'un manque d'infrastructures, notamment énergétiques. Leur fragilité est le plus souvent sous-tendue par des institutions faibles, qui maintiennent le pays dans un état général d'insécurité voire de conflit. On y trouve Madagascar, le Mali, la rez-de-chaussée, la République centrafricaine, la Sierra Leone. Malgré les évolutions survenues depuis cette classification, les grandes lignes restent d'actualité et invitent à nuancer les lectures d'un continent que l'on a trop souvent tendance à appréhender d'un seul bloc. Boom avec ou sans lendemain? L'envolée du PIB africain ces 10 dernières années peut se lire en 2 versions, négative ou positive, verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Côté positif, on soulignera que le PIB a doublé en 10 ans et que 6 des 10 pays à plus forte croissance dans le monde sont africains. On précisera aussi que cette croissance n'est plus seulement portée par l'exportation pétrolière, et qu'elle s'appuie désormais sur une palette plus large de richesses, notamment minières. On rappellera enfin que l'économie subsaharienne a remarquablement résisté aux effets de la crise qui frappe les économies développées, Europe en tête, depuis 2008, signe qu'elle a su s'ouvrir à d'autres marchés et conséquence de sa moindre intégration dans les circuits financiers mondiaux dont elle n'a pas subi la contamination. Côté négatif, on rappellera que le PIB global reste faible et pour le moins disproportionné par rapport au potentiel du continent. Surtout,
La croissance retrouvée et apparemment consolidée pour les prochaines années reste insuffisante car inférieure aux 7 à 8% annuels qui seraient nécessaires sur plusieurs années pour réaliser les objectifs de développement du millénaire, lesquels ne seront pas atteints pour la majorité des pays subsahariens. La synthèse entre ces deux visions passe par l'identification des quelques failles qu'il faudra résoudre pour que le réveil économique subsaharien observé depuis le début des années 2000, croissance soutenue, réduction de la dette et des déficits, maîtrise de l'inflation, apparition progressive d'une classe moyenne, s'inscrivent dans la durée. On les énumérera rapidement ici, sachant que chacune est abordée plus en détail dans des chapitres spécifiques. En cause. Flèche vers la droite le déficit persistant en infrastructures, électricité, transport, dans une moindre mesure télécommunications. Flèche vers la droite un secteur informel proéminent, qui peut représenter jusqu'à 90% de l'activité des pays et ne se résorbe pas au profit de création d'emplois dans les secteurs secondaires ou tertiaires. Flèche vers la droite des profils économiques qui restent encore trop peu diversifiés, faiblement industrialisés et majoritairement ancrés dans le secteur primaire avec plusieurs corollaires pénalisants. L'insuffisance de débouchés alors qu'arrive sur le marché de l'emploi une jeunesse de plus en plus nombreuse, le cantonnement à la mobilisation d'une main-d'œuvre pour l'essentiel peu qualifiée, l'absence de création de valeur ajoutée faute de transformation en terre africaine, la dépendance aux exportations de quelques ressources dont la fluctuation des volumes et des cours mondiaux échappe au contrôle des producteurs africains. Flèche vers la droite une urbanisation qui ne crée pas suffisamment d'activités qualifiées et diversifiées, services, industries, du moins pas dans des proportions aptes à générer de la richesse économique. Flèche vers la droite la faiblesse des systèmes bancaires et des marchés financiers, encore trop modestes et insuffisamment adaptés à la demande. Sans compter l'instabilité politique et la récurrence de crises qui font encore douter, dans certaines régions, de la solidité des évolutions économiques positives pourtant bien réelles enregistrées ces dernières années. Économie, un décalage persistant entre bons résultats et mauvaises perceptions. Si l'on considère les fragilités politiques qui peuvent encore faire basculer du jour au lendemain dans le chaos un pays, voire toute une sous-région, à preuve le Mali et la bande sahélienne en proie au terrorisme, la Guinée-Bissau et la République centrafricaine et leur coup d'État pour ne citer que les cas les plus récents, on comprend le décalage persistant et paradoxal qui continue à affecter la région subsaharienne entre flèche vers la droite le constat d'une prospérité, mesurée par le chiffre d'affaires des entreprises, leurs investissements, leurs résultats et leurs créances, orientés à la hausse de façon constante sur les dernières années, même s'il ne faut pas oublier les variations sensibles entre 54 pays au profil contrasté. Et flèche vers la droite une image du marché africain qui reste globalement négative. Le rapport 2013 de la Banque mondiale Doing Business, qui étudie et note l'environnement des affaires pays par pays, a beau mettre l'Afrique à l'honneur en notant que, parmi les 50 économies qui ont fait le plus de progrès depuis 2005, la plus grande part, un tiers, se trouve en Afrique subsaharienne. Le continent reste le plus gros pourvoyeur de pays mal classés, avec 24 pays subsahariens parmi les 30 pays figurant en queue de peloton. De même dans le classement des risques effectué par la COFAS, sur 42 pays africains notés, aucun ne figure dans la catégorie des meilleurs risques. Seule l'Afrique du Sud, Maurice, la Namibie et le Botswana se placent dans les deux catégories suivantes, A3 et A4, tandis qu'une majorité est classée en C ou D. Enjeux, DEFIS et OPPORTUNITES. L'économie subsaharienne est en bonne voie, mais elle n'est pas forcément sortie d'affaire. Inscrire ces progrès dans la durée suppose encore de relever quelques défis de taille, comme flèche vers la droite équiper les pays en infrastructures de base, santé, éducation, eau, électricité, transport, TIC. Flèche vers la droite sortir de son statut de simple fournisseur de matières premières, diversifier son économie et stopper la fuite des capitaux. Flèche vers la droite diversifier également les sources de financement, par exemple à travers l'épargne intérieure, les partenariats publics-privés, sans oublier d'améliorer la bancarisation des populations et les marchés financiers intérieurs. Flèche vers la droite accroître et diversifier les compétences tous secteurs confondus. Flèche vers la droite accélérer son ouverture à de nouveaux marchés,
en pensant à construire le plus porteur d'entre eux, un marché intégré africain. Chacun de ces enjeux, qui portent une partie de la réponse sur le futur de l'économie subsaharienne, sera développé dans la suite de l'ouvrage. Avant de les détailler, on s'arrêtera ici sur la clé qui ouvrira l'essor de la plupart des pays. Au-delà des richesses plus ou moins disponibles dont dispose chaque pays, et quelle qu'en soit la nature, leur exploitation et leur valorisation au profit du développement économique et social subsaharien passe par la consolidation d'une condition préexistante à toutes les autres, à savoir la stabilité politique et la bonne gouvernance. Comme le résume Mohamed Ibrahim dans une déclaration au journal Le Monde. L'Afrique est un continent très riche avec des habitants très pauvres. La raison, c'est la gouvernance. Il n'y en a pas d'autre. Politique et économie, un tandem indissociable. Quelles que soient les forces potentielles et les faiblesses structurelles de l'économie, ou plutôt des économies, du continent, elles se révèlent selon le contexte politique de chaque pays. P. Jacquemot a récapitulé dans un tableau éloquent les principales formes de régime politique qui permettent d'établir des correspondances avec leur traduction économique en se référant aux 4 grands types d'économies décrits par McKinsey. Le fait que le prix de la Fondation Mo Ibrahim n'ait une fois de plus pas été décerné en 2013 traduit un réel déficit de leadership d'excellence. Comment s'étonner de cette difficulté à identifier des candidats méritants quand on sait qu'en 2013, sur les 19 présidents en fonction dans le monde ayant accédé au pouvoir au siècle dernier, tous continents confondus, 14 sont africains et que parmi eux 4 sont à la tête de leur pays depuis plus de 30 ans, 5 autres depuis plus de 20 ans? Certes, alors qu'elles étaient une vingtaine il y a 25 ans, on ne compte plus que quelques cas de dictature. Pour autant, les changements de régime et les disparitions de despotes n'ont pas produit sur le champ autant de démocraties matures. Elles ont plutôt été relayées par un genre de démocratie molle qualifiée d'anocratie selon un néologisme de la Banque mondiale. Dotées d'institutions formelles, elles procèdent à des élections mais sont sujettes à la mauvaise gestion des affaires publiques et aux conflits sociaux. Ces pays qui ont la forme, mais non l'étoffe des démocraties, se trouvent principalement parmi les économies en transition ou en pré-transition, voire parmi les États rentiers exportateurs d'hydrocarbures. Quant aux quelques régimes autocrates qui subsistent, ils se retrouvent parmi les économies à faible revenu et correspondent le plus souvent aux économies les plus pauvres des États faillis, Centrafrique, Érythrée, Gambie, Swaziland, Soudan. Les économies exportatrices, essentiellement pétrolières et minières, sont le plus souvent associées à des États rentiers dont le régime combine dirigisme et népotisme. Orientés vers la modernisation, leurs institutions ne connaissent pas la légitimation par la voie démocratique, Éthiopie, Ouganda, Rwanda. C'est enfin parmi les économies diversifiées que l'on trouve les États matures les plus avancés dans la démocratie, Botswana, Ghana, Maurice. Selon Géopolis, chaque décennie de la période 1960 à 2000 a connu une vingtaine de coups d'État en Afrique, un chiffre tombé à 6 sur la dernière décennie 2000 à 2010. Celle qui vient de s'ouvrir consolidera-t-elle cette évolution? Car cette embellie ne peut masquer que sur les 20 États les plus déliquescents de la planète, 15 se trouvent en Afrique. Les phénomènes nouveaux qui s'écrivent depuis les printemps arabes d'Afrique du Nord d'une part, et avec l'émergence d'un arc vert du Sahel à la Corne d'Afrique d'autre part, vont-ils changer la donne? Pour l'instant, l'instabilité qu'ils génèrent et qui menace de durer a déjà commencé à produire ses effets sur le plan économique, plutôt pour le pire que pour le meilleur. Entre printemps arabes qui ont pu ouvrir une page d'espoir en Tunisie, en Libye ou en Égypte, mais dont la suite reste à écrire, victoire des urnes en Côte d'Ivoire et au Sénégal, normalisation au Zimbabwe et au Gabon, terrorisme islamiste qui menace toute la zone sahélienne et bien au-delà jusqu'au Kenya, destitution en Guinée et en Centrafrique, les équilibres sont parfois fragiles à rétablir, voire durablement contrariés. Le mot de la fin. On l'aura compris, et l'Afrique ne fait pas exception à cette règle générale, la bonne gouvernance, l'existence et le respect de cadres institutionnels et réglementaires transparents, équitables et stables vont de pair avec un essor économique durable. Cette exigence n'est plus uniquement posée par les seuls investisseurs et autres bailleurs externes pour lesquels la perception du risque politique conditionne l'engagement dans des projets d'envergure.
Elle commence de plus en plus à trouver son expression parmi les populations, excédées de se voir privées des fruits de la croissance et des retombées des richesses nationales. Il faudra désormais compter davantage avec une société civile jeune, équipée de technologies modernes et impatiente de se construire l'avenir meilleur auquel elle a droit. Zoom sur l'inquiétant décalage entre Afrique francophone et Afrique anglophone, mythe ou réalité ? Un fait ne manque pas d'inquiéter, le décalage qui se creuse entre Afrique francophone et Afrique anglophone. Certes, à ne regarder que la croissance des 15 pays francophones devenus indépendants en 1960, leur PIB a presque été multiplié par 20 en 50 ans. Mais cette croissance est inférieure de moitié à celle des 33 autres pays d'Afrique subsaharienne réunis. On note par ailleurs que selon le classement des pays par indicateur du développement humain, IDH, 21 des 37 pays subsahariens figurant en queue de classement sont francophones. Entre 1960 et 2000, la part des pays francophones dans le PIB de l'Afrique subsaharienne s'est réduite de 27% à 16,61%. Elle a quelque peu augmenté depuis pour atteindre 19% en 2010, mais fait pâle figure face à la part des anglophones qui est de 47%, hors Afrique du Sud. Il est vrai que le poids des populations diffère notablement. 480 millions d'habitants en pays anglophones contre 170 millions en pays francophones. Au-delà de l'aspect démographique, plusieurs types de causes sont invoquées, d'ordre strictement factuel ou plus profondément culturel et historique. Parmi les raisons factuelles, flèche vers la droite, de nombreux pays francophones sont aussi des pays enclavés, sans accès à la mer, ce qui les pénalise dans le commerce et les échanges car le déficit d'infrastructures de transport vers l'intérieur des terres renchérit notablement le coût de l'acheminement des marchandises et des biens. Flèche vers la droite, les pays francophones sont souvent de trop petite taille et leur marché trop restreint. Flèche vers la droite, les infrastructures porteuses de l'économie, transport, énergie, eau sont souvent plus lacunaires et déficientes dans les pays francophones, du fait notamment de leur politique publique et tarifaire mais aussi des marchés trop étroits. Flèche vers la droite, de grands pays francophones dont le poids économique fut longtemps déterminant, la Côte d'Ivoire et la Rez-de-Chaussée, ont connu des conflits longs et pénalisants et leur régression pèse significativement sur la perte de terrain des économies francophones. Autre raison invoquée, plus technique. Flèche vers la droite, le partage d'une monnaie commune, le franc CFA, aurait un effet déresponsabilisant sur les gouvernements africains concernés, les rênes de sa gestion étant à Paris, et un coût économique plus élevé dû à sa surévaluation liée à l'euro et à son absence de flexibilité. Flèche vers la droite, l'organisation du régime des retraites avec des fonds de pension privés qui investissent dans l'économie locale en zone anglophone, alors que les caisses de répartition se noient dans les déficits publics en zone francophone. Flèche vers la droite, le droit anglo-saxon, plus souple et pragmatique, sécurise et donc séduit davantage les investisseurs. Côté raison plus culturelle et liée à l'éducation, on entend souvent dire. Flèche vers la droite, l'éducation francophone valorise davantage les humanités et les cursus intellectuels, au détriment des affaires et des fonctions techniques. En d'autres termes, la culture francophone érigerait en modèle idéal l'obtention d'un poste dans la fonction publique, le fonctionnariat, et valoriserait les ONG, tandis que la culture anglophone, davantage tournée vers le privé ou les partenariats publics-privés, inciterait plus naturellement à la prise de risque du monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Flèche vers la droite, grâce à la langue anglaise, qui s'est largement imposée de par le monde, les pays anglo-saxons sont mieux armés pour la mondialisation, comme semblent l'attester leurs liens commerciaux plus diversifiés que ceux des pays francophones, davantage restés dans le sillage de la France. Certains paramètres peuvent avoir leur validité. Mais on ne saurait en tirer d'explications péremptoires ni définitives. La Suisse ou l'Autriche apportent la preuve qu'être un petit pays enclavé ne condamne pas automatiquement à la pauvreté. Et parmi les nombreux pays francophones côtiers, certains rez-de-chaussée, Cameroun, Côte d'Ivoire, ont à la fois la taille et les richesses pour constituer des marchés porteurs. Les conflits ne sont pas l'apanage des pays francophones comme en témoigne le Nigeria. On peut aussi se demander si la gestion des fonds de retraite, qui ne touchent au mieux que 10% en moyenne de la population active du continent, peuvent à ce point creuser la différence entre deux familles de pays et d'économies. Quant à la monnaie commune,
elle pourrait aussi bien être vue comme un atout plutôt qu'un handicap dans la mesure où elle facilite la création de marchés régionaux intégrés et réduit les coûts et les risques de change au sein d'une même zone économique. En revanche, il est certain qu'à l'instar de ce que connaît l'Europe, avoir une monnaie commune ne devient un vrai avantage que si elle sert une vision et une politique économique commune, ce qui est encore loin d'être le cas. Paradoxalement, les pays du Sud et de l'Est, Kenya, Ouganda, Rwanda, Mozambique, Tanzanie, qui ne partagent pourtant pas de monnaie commune, semblent tirer plus de bénéfices d'une réelle volonté de construire entre eux des marchés régionalisés. Enfin, côté linguistique, il est permis de douter de l'atout exclusif dont bénéficieraient les anglophones car les cadres et dirigeants francophones parlent l'anglais alors que leurs homologues anglophones maîtrisent beaucoup plus rarement le français, un handicap pour aborder le marché des quelques 170 millions de francophones du continent. À supposer qu'il soit totalement pertinent d'opposer deux blocs, au sein desquels les disparités peuvent être importantes, peut-on mettre sur le même plan Côte d'Ivoire et Gabon ou rez-de-chaussée et Togo en zone francophone ? Ghana et Afrique du Sud ou Nigeria et Malawi en zone anglophone? Leur décalage économique résulte probablement d'une combinaison de plusieurs de ces facteurs. Mais outre le fait que les pays francophones se mettent aussi aux réformes, on aurait aussi intérêt à croiser cette lecture avec une analyse plus approfondie, dans chacun des deux grands espaces, du profil politique et de l'environnement des affaires, en un mot de la gouvernance, qui y prévalent. Il apparaît alors clairement que transparence, stabilité et démocratie font bon ménage avec croissance et développement soutenu. Zoom sur le secteur informel. Ce zoom est rédigé, avec son accord, à partir de l'étude réalisée par John Oig, géographe, ancien ministre béninois de l'Industrie et des PME, pour le projet d'appui au secteur privé du Bénin financé par l'Union européenne, 2006 à 2008, sous le titre « Le secteur informel au Bénin, état des lieux pour sa meilleure structuration », Laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, août 2008. Cette étude se fonde sur les informations recueillies auprès de 4 589 entreprises béninoises du secteur informel. C'est à la demande du secteur privé béninois en 2008, et dans le cadre du projet d'appui au secteur privé au Bénin, que cette étude fut réalisée pour instaurer un dialogue entre secteur public et secteur privé. Elle vise à mieux structurer ces activités informelles pour en tirer le meilleur profit. Le texte ci-après en reprend les principales informations et analyses, largement extrapolables du Bénin à d'autres pays subsahariens. L'activité dite informelle n'est pas l'apanage des économies africaines. Elle représente entre un quart et un tiers du PIB en Asie ou en Amérique latine. On la trouve également dans les pays de l'OCDE, à hauteur bien moindre il est vrai, 16% du PIB. Mais elle tient en Afrique une place et un rôle qui lui donnent un relief particulier. L'économie informelle représente entre 40 et 75% du PIB des pays africains et occupe de l'ordre de 50% à 80% de la main-d'œuvre disponible. Faute d'études et de statistiques précises et exhaustives, ces chiffres ne sont que des estimations qui soulignent également l'imprécision liée à la définition de ce secteur dont les limites avec le secteur formel sont loin d'être toujours claires. Ce concept inventé par le Bureau international du travail dans les années 1970 n'a en effet jamais vraiment trouvé de définition unique. Les activités dites informelles existaient déjà en Afrique bien avant la colonisation, qui introduisit un nouveau modèle économique, et leur développement a d'abord suivi l'essor urbain. La colonisation leur a ensuite donné l'occasion de mieux se structurer en instaurant un système éducatif et une scolarisation auxquels la majorité des populations indigènes n'ont pas eu accès, ce qui les a éloignés de fait de l'économie moderne qui s'instaurait. Dans son rapport, John Oig avance la définition suivante. La meilleure définition que l'on puisse proposer des activités informelles serait de les considérer comme le prolongement de l'économie traditionnelle, mais dans un environnement sociologique marqué par de profondes mutations et déséquilibres. Ainsi, on devrait davantage qualifier ce secteur d'économie populaire s'inscrivant dans la logique endogène de transformation socio-économique des pays africains. Les grandes caractéristiques des activités informelles en Afrique. Le secteur informel recouvre quelques caractéristiques distinctives,
qui ont été particulièrement bien illustrées et détaillées au Bénin. Elles se résument en 2 mots: hétérogénéité et précarité. On entre généralement très jeune dans ces activités, vers 8 à 10 ans, en commençant son apprentissage, fait d'observation et de services rendus à un patron dont on doit apprendre à reproduire les gestes. Cet apprentissage, qui n'est en fait qu'une formation sur le tas, peut durer 5 à 10 ans. Rien d'étonnant à ce que le niveau d'études excède rarement le secondaire. Il se limite plus généralement au primaire et compte une forte proportion d'analphabètes. Le chef d'entreprise, bien souvent en auto-emploi, exerce son activité en lien avec la famille et des parents. Il bénéficie rarement d'une protection sociale. La proportion d'hommes et de femmes s'établit en moyenne à 60% à 40%, mais bon nombre de secteurs d'activité, comme la distribution, la restauration, la coiffure, voient les femmes dominer largement jusqu'à représenter de 70 à 80% de l'effectif. Bien qu'il existe des associations professionnelles, les acteurs du secteur informel y sont rarement affiliés, soit par méfiance, beaucoup de ces associations sont politisées, soit par scepticisme quant à l'utilité d'une telle adhésion. Contrairement à ce que l'on a coutume de croire, le secteur tient une comptabilité, quoique de façon non écrite. Le faible niveau d'éducation explique ce défaut, mais aussi le fait que bien souvent la parole donnée suffit à sceller un engagement de dette ou de paiement. De même, certaines entreprises informelles sont officiellement enregistrées. Elles sont 8% au Bénin, soit parce que leur volume d'activité est élevé, soit pour pouvoir participer à des appels d'offres publics. Elles paient donc des taxes souvent jugées élevées et incohérentes. Le capital investi et le chiffre d'affaires sont très variables selon les activités, mais au total les chiffres confirment la rentabilité du secteur informel pour l'économie et la société, tout au moins au Bénin. D'autres études réalisées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dans les principales villes des États membres en 2000 et 2005 convergent vers les mêmes conclusions. De quelles activités parle-t-on ? Les activités identifiées exercées dans l'informel sont foisonnantes. Au Bénin, le ministère de l'Industrie et de l'Artisanat, dont relève le secteur informel, en a dénombré plusieurs dizaines qu'il répartit en 11 branches. Dans son étude, John Oig les rassemble sous 4 principaux secteurs: production, services, distribution, art. À titre indicatif, le secteur productif couvre des activités de BTP, de menuiserie, de tôlerie, de tissage, de confection et de transformation de produits agricoles et alimentaires. Le secteur des services recouvre entre autres les activités de restauration populaire, la coiffure, les transports urbains et périurbains, la couture, les centres informatiques et cybercafés. Le secteur de la distribution correspond surtout aux activités de commerce, depuis la vente de produits maraîchers sur les marchés locaux jusqu'aux échanges de produits manufacturés ou agricoles avec les pays voisins. Le secteur de la production, s'il n'est pas forcément le plus nombreux, il représente 22% des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête menée au Bénin, est le plus important par la stabilité de l'emploi qu'il offre et par le niveau de revenus qu'il procure. Il constitue un maillon intermédiaire entre le service, 40% des entreprises dans le cadre de la même étude, et la distribution, 31%. Un rôle clé et original. Le secteur informel joue à plusieurs égards un rôle stratégique. En premier lieu, il fournit des emplois, participant à la résorption du chômage et de la pauvreté. Il protège ainsi contre les difficultés du développement national et amortit les tensions sociales. Il assure des activités essentielles, transport urbain, approvisionnement en denrées et biens divers, dont certaines soutiennent l'activité formelle, enfin il soutient la consommation. Bref, il entretient une prolifération de petites activités qui créent un réel dynamisme économique malgré le niveau de vie très bas des populations. Alors que les grands agrégats économiques sont au rouge, la population se satisfait des revenus, fussent-ils modestes, que lui procurent les activités parallèles. Mais toutes ces activités ont comme principal point commun de ne pas franchir le cap de la création de TPE ou PME modernes. Elles ne participent ni à l'amélioration de la croissance économique, ni à la valorisation du PIB national. Leur rôle d'amortisseur ne se double pas d'un rôle moteur. Plusieurs raisons expliquent cette impuissance. D'abord, le niveau technique qui est à la base de ces activités est rudimentaire et ne s'accompagne d'aucune innovation.
faute de compétences d'une part, mais également faute de connaître le marché, et aussi par impossibilité d'accéder au crédit ou toute autre source de financement suffisant. Le frein financier est récurrent car dans la grande majorité des cas, les entrepreneurs de l'informel investissent sur leurs propres fonds ou tout au plus en recourant à des tontines. Cette limitation des moyens financiers se double d'une limitation des moyens humains. Le système de recrutement-emploi repose en effet généralement sur le recours aux rapports familiaux et de parenté, ce qui empêche de s'associer des experts et une main-d'œuvre plus qualifiée. De ce fait, les produits élaborés sont médiocres et les services se limitent au minimum requis, ce qui bloque la conquête de marchés plus importants et subit même de plus en plus la concurrence de produits importés, d'Asie notamment, moins coûteux et plus diversifiés. Mobiliser l'État pour créer le lien entre formel et informel. Comment canaliser ces forces vives de l'emploi et de l'économie vers un statut formel qui donnerait un nouveau ressort à la croissance nationale? Il revient en premier lieu à l'État de créer les conditions pour que ce lien entre informel et formel puisse s'établir, et ce en commençant par traiter deux questions clés, celle d'un encadrement institutionnel et celle d'une taxation appropriée des activités. L'enquête menée au Bénin révèle d'ailleurs que 70% des personnes interrogées n'auraient rien contre une formalisation de leur activité, en supposant bien sûr que cette transformation prouve son utilité, sous deux réserves cependant. Que la fiscalité soit juste et adaptée, que les procédures administratives pour accéder à ce statut soient simples et rapides. Deux conditions dont la réalisation relève des prérogatives de l'État. Or ce dernier a bien souvent abdiqué sur ce vaste champ de l'informel, faute de compétences d'une part, et aussi parce que les ajustements structurels imposés en leur temps par les grandes institutions financières internationales ont déporté vers le privé, ou vers les collectivités, une grande partie des responsabilités touchant aux activités informelles. D'où un éparpillement des responsabilités sur une multitude d'acteurs qui agissent sans cadre institutionnel général, sans visibilité d'ensemble sur les impacts économiques et sociaux, mais aussi sans contrôle externe de leurs propres initiatives souvent individuelles. Il y a donc lieu pour l'État de rétablir urgemment son autorité, de légiférer pour une RE accent aigu attribution claire et régulée des responsabilités, des devoirs et des moyens. En effet, poser un cadre institutionnel pour structurer l'informel n'est pas une fin en soi et la conversion ne pourra réussir sans y mettre les moyens. Parmi ces derniers, on en retiendra deux majeurs, financiers, en facilitant l'accès au crédit et au financement, et humains, et à cet égard la formation est à placer en tête de toutes les priorités. Tout effort sera vain s'il ne s'accompagne d'un apport de compétences ni d'une montée en qualification des innombrables acteurs de l'économie informelle. Or il manque une filière d'enseignement technique appropriée à partir d'écoles de métiers qui reste le plus souvent à créer, à la fois pour renforcer les capacités techniques et de gestion des chefs d'entreprise, et pour former et recycler la nombreuse main-d'œuvre déjà active. Pour orienter le secteur informel vers une contribution positive à l'économie nationale, il convient donc de jeter les bases d'un nouveau partenariat entre secteur privé formel et entreprises informelles. Pour John Oig, cette restructuration doit se faire à travers une nouvelle vision de l'État dans ses relations avec les acteurs de la vie privée, en insistant davantage sur la promotion et le renforcement de la société civile, comme maillon essentiel de la production économique et par conséquent du développement national. Synopsis de quelques données. Région. 61% de la population subsaharienne la plus pauvre, gagnant moins de $2 par jour, ne dispose que de 37% des revenus totaux, 5% de la population relativement plus aisée gagnant plus de $20 par jour dispose de 19%. L'amplitude est forte entre Tanzanie et Ghana, 0,35 à 0,39, pays les plus proches de la moyenne de l'OCDE 0,31, et l'Afrique du Sud, plus de 0,60. La moyenne subsaharienne s'établit à 0,40-0,45. Le saviez-vous? La Fondation Mo Ibrahim, ou comment évaluer et renforcer le niveau de gouvernance en Afrique. L'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique, qui évalue chaque année le niveau de gouvernance de chacun des 54 pays africains au regard de toute une série d'indicateurs.
droits de l'homme, santé, éducation, corruption, développement durable, règles de droit, participation des citoyens au processus politique, jouit d'une notoriété croissante. De même que le prix Ibrahim du leadership d'excellence, qui vise à distinguer un ancien chef d'État ou de gouvernement, ayant fait preuve d'un exceptionnel leadership au cours de son mandat. Depuis sa mise en place en 2007, ce prix n'a été décerné que 3 fois, en 2007 au Mozambicain Joaquim Chissano, en 2008 au Botswanais Festus Mogué, en 2011 au Cap-Verdien Pedro Pire, preuve d'une démarche sans concession qui n'hésite pas à inciter les dirigeants africains à relever le défi. Le dernier indice publié en octobre 2013 voit toujours les mêmes pays en tête, même si le peloton de queue enregistre une certaine diversité. Entre ces extrêmes, les tendances évoluent et traduisent globalement une amélioration de la gouvernance pour 94% de la population du continent depuis 2000. Un constat fondé sur 94 indicateurs et sur près de 90 000 données. Quant à la question de savoir si la non-attribution du prix n'est pas due à des critères d'évaluation trop sévères, Mo Ibrahim répond à juste titre que « ce n'est pas parce qu'il s'agit de l'Afrique que nous devons abaisser notre niveau d'exigence ». Pour en savoir plus, sources et bibliographie. Africa Progress Panel, Équité et industrie extractive en Afrique pour une gestion au service de tous, rapport sur les progrès en Afrique 2013. African Market 2012, Guide des fonds souverains africains 2012. Banque africaine de développement, livre de poche des statistiques, 2012. Béni Chouef, sous le tutorat de Philippe Tauzin, Le temps de l'Afrique subsaharienne est-il venu? Master 212 Affaires internationales, Université Paris-Dauphine, octobre 2012. Kouradjé, Les Afriques au défi du XXIe siècle, Edition Belin 2014. Daron Acemoglu et James Robinson, Why Nation Fight the Origins of Power, Prosperity and Poverty 2011. Land David S., Richesse et pauvreté des nations, Albin Michel 2000. Doing Business, Des réglementations intelligentes pour les petites et moyennes entreprises, rapport 2013. Failed Stats Index, publié par le Fonds pour la paix, Fund for Peace, et le magazine Foreign Policy, 2013. FMI, Perspective économique régionale, Afrique subsaharienne, Washington 2012. Fonds pour la paix, Fund for Peace, Failed Stats Index, publié par le magazine Foreign Policy, Washington, voir aussi www.brookings.edu. Hugon PH, L'économie de l'Afrique, Paris la découverte Col. Repère 2010. Hugon PH, La croissance de l'Afrique peut-elle durer? L'économie politique, et 2. Alternatives économiques, 2013 tiers numéro 59. Human Development Report 2013. The Rise of the South, Human Progress in a Diverse World, UNDP-PNUD 2013. GFI, Illicit Financial Flows and the Problem of Net Resource Transfers from Africa 1981-2009. Joint rapport établi conjointement Global Financial Integrity et la Banque africaine de développement mai 2013. Jeune Afrique numéro 2659-2660, décembre 2011 au janvier 2012. Jeune Afrique, ce que pèsent les fonds souverains africains 2013. Jeune Afrique numéro 2754, octobre 2013. Jeune Afrique numéro 2761, décembre 2013. Ig John O. Le secteur informel au Bénin, état des lieux pour de meilleure structuration. Laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, août 2008. Cardé et Cartwright Smith D. Illicit Financial Flows from Africa, Hidden Resource for Development, Global Financing Integrity 2010. Moyodé, L'aide fatale, Girse Lattès 2009. Zinsouel, Africa's Exceptional Growth, dans une interview de Clément Jao, African Geopolitics numéro 48, 3e quadrimestre 2013. McKinsey Global Institute, Lyon on the Move, The Progress and Potential of African Economy, McKinsey & Company, June 2010. Nnadozie Ed. African Economic Development, San Diego Academic Press, Elsevier Sciences, 2003. Jacques Maupé, Économie politique de l'Afrique contemporaine, Armand Collin 2013. Pison, G-Population et Société tous les pays du monde 2011, INED 2011. Rand Merchant Bank, Where to Invest?
RMBFICC Research, 2011. Rapport au ministre de l'Économie et des Finances, un partenariat pour l'avenir, par Vedrinash, Zinsouel, Thiamté, Severino J. Monsieur, El Karoui H. décembre 2013. Rapport One Data, suivi de l'aide au développement 2013 one.org/fr. Severino J. Monsieur et Réau, Le temps de l'Afrique, Paris Odile Jacob, 2010. Transparency International Corruption Perception, Index 2013. UNCTAD, World Investment Report 2013 Global Value Chain, Investment and Trade for Development, publication des Nations Unies. UNDP Human Development Report The Rise of the South, Human Progress in a Diverse World, 2013. African Development Bank and Global Financial Integrity, mai 2013. Le Monde du 13 juin 2013, En finir avec la corruption en Afrique. FDI Markets, Ernst & Young Analysis, septembre 2013. Forbes Afrique, février 2014. Quelques sites internet. www.afd.fr, www.afdb.org, www.africaeconomicoutlook.org, www.afrique-demain.org, www.cian.asso.fr, www.cofas.fr, www.dataone.org, Data Observation Network for Earth, www.dataworldbank.org, www.gfintegrity.org, www.ifri.org, www.imf.org, www.oecd.org, www.1.org, www.beta.undp.org, www.imta.org. Chapitre 2. Un potentiel exceptionnel à valoriser. L'Afrique se distingue d'abord par ses ressources. Des ressources à la mesure du continent, immenses et diversifiées. Un potentiel extraordinaire, certes, mais aussi inégalement réparti, et surtout médiocrement valorisé, voire partiellement méconnu. Ainsi en va-t-il de sa richesse la plus précieuse, les hommes et les femmes, encore inégalement formés et insuffisamment éduqués, comme de son sous-sol aux précieux minerais, métaux et matières premières dont le monde a grand faim, de l'eau qui l'irrigue et pourrait l'éclairer, de la terre qui porte agriculture et forêt, du patrimoine qui attend de séduire davantage de touristes. Chacune de ces ressources livre une clé d'entrée dans l'économie générale de la région subsaharienne. Petit tour d'un vaste propriétaire et de ses paradoxes. La DEMOGR APHIE. Le paradoxe. Avec une population qui a décuplé en 110 ans et qui devrait plus que doubler d'ici 2050, l'Afrique subsaharienne cumule aujourd'hui les records mondiaux. Le plus fort taux de croissance démographique, le taux de fécondité le plus élevé, le taux d'urbanisation le plus bas du monde mais aussi le plus rapide, la proportion de jeunes moins de 15 ans la plus élevée et l'espérance de vie moyenne la plus courte, inférieure de 15 ans environ à la moyenne mondiale. Les chiffres et données générales. 2 millénaires de démographie contrastée. Retracer l'évolution du peuplement de l'Afrique depuis l'Antiquité constitue une véritable gageure. Certains s'y sont pourtant employés, faisant des estimations parfois très variables. Le tableau ci-après permet quelques constats. Avec une croissance qui reste basse jusqu'en 1900, l'Afrique voit sa part dans la population mondiale progresser jusqu'au XVIe siècle, puis s'effondrer du XVIe-XVIIe jusqu'au XXe siècle, période pendant laquelle les autres régions du monde doublent ou triplent leur population. Les traites négrières d'une part, puis la colonisation ont de l'avis des historiens fortement contribué au ralentissement observé, leurs effets se cumulant par ailleurs à ceux plus divers des facteurs climatiques, disette, famine, maladie. De 100 millions en 1900, l'Afrique a vu sa population franchir le milliard d'habitants en 2010. Elle a retrouvé le poids qu'elle avait dans la population mondiale en 1700, soit 15%. Un pourcentage qui, selon les projections des Nations Unies, devrait s'élever à 20% en 2050, soit le quart de l'accroissement de la démographie mondiale.
Avec 853 millions d'habitants, l'Afrique subsaharienne représente quant à elle 11% de la population mondiale. 7 pays composent à eux seuls 50% de sa population: Nigeria, Éthiopie, République démocratique du Congo, Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya et Ouganda. Portée par le taux de fécondité le plus élevé au monde, l'Afrique subsaharienne détient également le record mondial du taux de croissance démographique, 2,5%, le double en moyenne de celui des autres pays en développement. À lui seul, le Nigeria compte chaque année plus de naissances que les 28 pays de l'Union européenne. Actuellement 7e pays le plus peuplé du monde, il devrait se hisser à la 3e place mondiale en 2050. À cette date, la rez-de-chaussée et l'Éthiopie figureront également parmi les 10 pays les plus peuplés au monde. Source: Dominique Tabutin et Bruno Schumacher. Urbanisation-ruralité, un match serré. La densité de population subsaharienne reste très inégale et contrastée selon les pays et les régions. Elle était de 2 habitants par kilomètre carré en 1500, d'un peu plus de 4 habitants par kilomètre carré en 1900, et est restée faible avec 7 habitants par kilomètre carré jusqu'en 1950. Le taux actuel de 33 habitants par kilomètre carré reste encore l'un des plus bas au monde, malgré sa croissance exponentielle. Autre phénomène marquant, l'urbanisation du continent est en marche, une marche rapide. Alors que l'Afrique subsaharienne ne comptait aucune ville de plus de 1 million d'habitants en 1950, elle en affiche 39 en 2012, un nombre qui a doublé au cours des 10 dernières années et qui pourrait s'élever à plus de 100 en 2040, dont plus de 7 villes atteignant les 10 millions d'habitants. Pourtant, malgré un taux d'urbanisation record qui croît de 4,5% par an, et même si les projections indiquent que la moitié des Africains vivra en milieu urbain en 2030, le continent reste majoritairement rural. 14 pays affichent un taux de ruralité de 70% et plus, tandis que 12 pays seulement ont un taux de population rurale inférieur à 50%. Pour quelques dizaines d'années encore, malgré l'exode rural et la forte croissance des villes, la part des populations rurales restera largement majoritaire dans la plupart des pays subsahariens, avec une moyenne de plus de 60% pour plusieurs d'entre eux. Une projection des Nations Unies montre que l'Afrique subsaharienne n'aura toujours pas atteint le niveau d'urbanisation moyen mondial en 2050, 60% contre 69%. En revanche, il n'est pas dit qu'elle aura pu résorber un triste record. Près de 62% des citadins subsahariens, soit 213 millions de personnes, habitent dans un bidonville, contre moins de 13% en Afrique du Nord et près de 33% dans les pays en développement, corollaire d'une urbanisation rapide qui voit la montée de la pauvreté dans de nouvelles couches de population, notamment liées au déficit de planification urbaine. Une pyramide des âges qui se redessine. Alors qu'elle n'a pratiquement pas bougé entre 1950 et 2000, la structure par âge du continent est appelée à évoluer au XXIe siècle. La pyramide des âges verra sa base se rétrécir progressivement. Avec un âge moyen de 17 ans, la moyenne mondiale est de 23 ans, 40% des Africains ont moins de 15 ans, la moyenne mondiale est de 27%, et un tiers d'entre eux a moins de 25 ans en 2012, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2050. Mais l'espérance de vie moyenne, très inégale selon les pays et les régions, est la plus basse au monde, 52 ans en 2011, à comparer à la moyenne mondiale de 68 ans. Elle s'explique surtout par flèche vers la droite, un taux de mortalité infantile encore élevé de 77 pour 1000, à comparer aux 33 pour 1000 en Afrique du Nord et 28 pour 1000 en Asie du Sud-Est. Flèche vers la droite des maladies. 9 décès sur 10 dus au paludisme dans le monde touchent un Africain, même si cette maladie est maintenant dépassée par le sida, devenue première cause de mortalité sur le continent. Les 25 millions de subsahariens affectés par le sida correspondent à près de 3/4 des malades atteints dans le monde. Parmi eux, un quart des séropositifs subsahariens et sud-africains. Flèche vers la droite, la malnutrition qui affecte 27% de la population. Plus d'un enfant sur 4 souffrait encore de malnutrition en 2012. Flèche vers la droite, un faible niveau de vie, malgré un recul significatif de la pauvreté et de réelles disparités entre les pays. L'Afrique subsaharienne reste largement représentée dans le peloton mondial des populations vivant avec moins de $1,25 par jour.
Source: INED, Institut national d'études démographiques. Pour autant, les jeunes d'aujourd'hui préfigurent en toute logique les seniors de demain. Si le taux subsaharien des personnes de 60 ans et plus est actuellement l'un des plus bas au monde, soit 3,5% de la population, le vieillissement qui s'est déjà amorcé devrait s'accélérer et toucher une part croissante de la population. Une projection de l'INED établit un quadruplement du nombre absolu de personnes âgées entre 2010 et 2050, la part des plus de 60 ans pouvant alors atteindre 30% de la population dans certains pays, Maurice, Tunisie. Là encore, les disparités seront fortes selon les pays. Migration subsaharienne, les chiffres bousculent les idées reçues. En l'absence de chiffres officiels, on estime à 30 millions le nombre de migrants africains subsahariens parmi les 240 millions de migrants dans le monde. 22 millions d'entre eux restent sur leur continent. Contrairement à certaines idées reçues, les peuples subsahariens ne connaissent donc pas d'exode massif hors du continent, et ce y compris pour les pays en proie à des conflits, leur population cherchant prioritairement refuge dans d'autres pays africains. Outre le fait que le taux de migration, d'environ 2,5%, est loin d'être le plus élevé au monde. La moyenne mondiale est de 3% 82. Les migrations intra-africaines prédominent largement et concernent 3/4 des flux migratoires entre 2000 et 2010. 8 des 15 principaux pays d'accueil des migrants subsahariens, en nombre de personnes accueillies, sont subsahariens. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Nigeria, le Kenya, le Soudan, l'Ouganda et la Tanzanie. L'Europe ne constitue pas le seul réceptacle des flux d'émigration subsahariens. Parmi les principaux pays d'accueil extra-africains, on compte l'Arabie saoudite, les États-Unis devant la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Italie. Et au sein de l'Europe, les pays de destination ont tendance à évoluer, certains pays du Sud, Espagne, Italie, Portugal, exerçant une attractivité croissante par rapport à la France et à la Grande-Bretagne. DECRYPTAGE. Avant toute analyse, on rappellera que les chiffres statistiques généraux cachent des disparités fortes liées aux cultures, aux économies, aux régimes politiques, aux systèmes et niveaux éducatifs, auxquels peuvent s'ajouter des crises plus ou moins longues et meurtrières, conflits, disettes, famines, sida. Régions et pays subsahariens n'en sont donc pas tous au même stade dans leur transition démographique. Ce processus distingue une succession de phases. D'abord, une région donnée connaît une natalité et une mortalité élevées, puis, sous l'effet de différents progrès, la mortalité décroît. Avec un décalage dans le temps, cette baisse de la mortalité est suivie par une baisse de la natalité et mortalité se stabilisant alors dans un nouvel équilibre. L'Afrique subsaharienne amorce aujourd'hui la phase de recul de sa natalité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.